Bonjour à tous. 100 millions, c'est le nombre de personnes qui chaque année sont affectées par le virus de la dengue. Un virus particulièrement dangereux qui tue 25 000 personnes par an dans les pays tropicaux. En 2013, en Nouvelle-Calédonie, plus de 11 000 cas ont été enregistrés et la dengue a été responsable de 6 décès. Alors, que faire face à Aedes aegypti, ce moustique responsable de la transmission de la dengue et de celui du chikungunya? Alors que le Zika, un nouveau virus, menace notre territoire, nous avons voulu savoir où en étaient les recherches des scientifiques. Qu'ont-ils trouvé pour lutter contre ce véritable danger? C'est ce qu'ils vont nous dire tout de suite dans les coulisses de la science sur NCTV. Je me trouve à Port-Moselle, à Nouméa. Ici, les bateaux arrivent de l'étranger et parfois, ils ne transportent pas que des passagers. En effet, c'est comme cela que peuvent débarquer également les moustiques en Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi les scientifiques de l'Institut Pasteur ont choisi d'installer des pièges dans les ports et aéroports destinés à surveiller les moustiques les plus dangereux. Les moustiques les plus dangereux qu'on essaye d'éviter à tout prix sont d'abord les anophèles, qui sont les vecteurs du paludisme et qui n'existent pas en Nouvelle-Calédonie. Par contre, il y en a en Australie, au Vanuatu et dans pratiquement tout le reste du monde. Et aussi certains moustiques du genre Aedes, comme l'Aedes aegypti qu'on a en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'existe pas ici. Je parle surtout de l'Aedes albopictus, qui est un excellent vecteur du chikungunya, de l'Aedes polynesiensis, qui est un vecteur en plus de dengue, de chikungunya et aussi de filariose lymphatique, c'est-à-dire d'éléphantiasis. Donc on veut absolument détecter la moindre introduction de ces moustiques-là pour pouvoir prendre des mesures et essayer de les empêcher de s'établir sur le territoire. Quand un bateau est en escale dans un pays, bien sûr, les membres de l'équipage vont et viennent, montent et descendent du bateau. Et les moustiques cherchant à les piquer peuvent rentrer dans le bateau, piquer des personnes, aller se réfugier dans une cabine par exemple, ou dans une zone de vie, ou avec la cargaison, et ressortir une fois que le sang aura été digéré pour aller pondre et se mettre à la recherche d'un gîte de ponte qui, s'il ne le trouve pas à bord du bateau, il va forcément descendre à terre pour essayer de pondre. Et c'est là que nous essayons de les piéger pour détecter les introductions. On utilise deux types de pièges. D'une part, des pièges lumineux comme celui-là, qui a une lumière ultraviolette, et un réservoir qui contient de la glace carbonique qui dégage du CO2. Le CO2 attire les moustiques de loin, et une fois qu'ils sont attirés par la lumière juste dessous, qu'on voit ici, ils sont ensuite aspirés par un ventilateur jusque dans la nasse qui est ici, et ensuite on les emmène au laboratoire pour identification. Sinon, on a aussi un piège pondoir collant. Il s'agit simplement d'un petit seau avec de l'eau à l'intérieur et avec de l'eau et quelques végétaux pour faire un milieu qui soit favorable aux larves pour qu'elles se développent. Les moustiques du genre Aedes, cette fois-ci, qui sont des moustiques de jour, viennent en général pondre en se posant sur les parois des récipients. Donc là, comme ce récipient est revêtu d'un papier collant, les moustiques resteront collés et on arrivera donc à les capturer et à les identifier. Les larves de moustiques récupérées grâce à ces pièges vont servir aux travaux des scientifiques de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, ces larves vont être déposées dans un insectarium afin qu'elles éclosent. Une fois adultes, elles vont être triées afin de sélectionner l'espèce qui intéresse tout particulièrement les scientifiques pour leurs tests. Je veux bien sûr parler de l'Aedes aegypti, le moustique responsable de la dengue et du chikungunya, et depuis peu, du nouveau virus qui sévit sur le territoire, le Zika. Pour mieux comprendre les épidémies, il faut s'intéresser au virus, mais aussi au vecteur, qui est le moustique Aedes aegypti, et aussi à l'hôte, qui est l'humain. On part à partir des moustiques adultes, d'une mâle et d'une femelle. Voilà, vous voyez, les moustiques Aedes aegypti,
pour différencier le mâle par rapport à la femelle. Les antennes du moustique mâle est plus plumeux et plus poilu. Et c'est là qu'on voit bien que ses pattes, ils ont bien tigré ou zébré, c'est-à-dire blanc et noir. Donc le mâle va féconder la femelle. La femelle, afin de pouvoir pondre ses œufs, va faire un repas sanguin. Donc ça veut dire qu'elle va aller piquer une personne. Donc si c'est Aedes aegypti, elle va aller piquer un humain, homme ou femme, pour pouvoir maturer ses œufs, qu'elle va ensuite aller pondre dans des récipients qui contiennent de l'eau. Les œufs vont éclore en larves. Les larves vont se transformer. Ça va donner ensuite une nymphe à partir duquel le moustique adulte va émerger. Et le temps entre l'œuf et l'émergence du moustique adulte, c'est environ 7 jours. Alors on a ici un récipient dans lequel on voit que les femelles ont pondu des œufs sur le bord de l'eau, comme elles le font dans la nature. Simplement ici, c'est dans le but d'obtenir des jeunes moustiques qui vont nous permettre de faire des recherches différentes, soit sur la sensibilité aux insecticides, sur leur capacité à transmettre les virus, ou encore d'autres éléments que nous essayons d'élucider. Les moustiques vont piquer différents personnes ou animaux. Aedes aegypti va piquer quasiment uniquement l'homme. C'est son plat préféré, on va dire, le sang qu'il va récupérer uniquement chez l'homme. D'autres espèces de moustiques peuvent piquer d'autres animaux, comme des poissons, des mammifères, des oiseaux, des reptiles. Le moustique Aedes aegypti est un moustique d'origine africaine, mais qui a, depuis il y a au moins 2 ou 3 siècles, colonisé une grande partie du monde tropical. Et c'est un moustique qui est très forte, qui vit en contact étroit avec l'homme. Les caractéristiques de l'Aedes aegypti sont d'une part le fait que le thorax est orné d'un dessin très caractéristique en forme de parenthèse avec 2 lignes au milieu. Il y a à peu près 4000 espèces de moustiques connues dans le monde et il y en a environ seulement 1000 ou 1500 qui piquent l'homme. Alors c'est uniquement la femelle du moustique qui pique, tout simplement parce qu'elle a besoin de sang pour pouvoir pondre des œufs, pour pouvoir assurer la maturation de ces œufs et donc reproduire l'espèce. Chaque femelle va fabriquer une centaine d'œufs à chaque cycle, à chaque portée, on va dire. Et ça demande des apports alimentaires extrêmement riches et elles sont incapables de trouver tout cela dans le nectar des fleurs, donc elles vont chercher une source d'aliments plus riche et il se trouve que c'est le sang. Les mâles moustiques, en fait, ont dans la vie une seule fonction, c'est la reproduction. Ils ont besoin seulement d'eau pour se réhydrater et de sucre pour faire fonctionner leurs muscles, leurs ailes, etc., pour pouvoir se déplacer. Nous, à l'insectarium, on utilise de l'eau sucrée pour les moustiques quand ils vont sortir. Je mets le nourrisson. Voilà. Alors, il y a des méthodes d'alimentation artificielle, c'est-à-dire qu'on a des appareils dans lesquels il y a une circulation d'eau et une poche dans laquelle on met du sang qui a été prélevé sur des animaux et qui donc va être maintenu à 37 degrés et on couvre ça avec une membrane que les moustiques peuvent venir piquer au travers et s'alimenter en sang. Et là, maintenant, je les laisse 24 heures, 36 heures, je surveille, je viens de regarder s'il y a des nymphes qui ont émergé, c'est-à-dire qui donnent naissance à des moustiques. Donc le moustique femelle, Aedes aegypti, qui va nous piquer, il nous pique déjà de préférentiellement donc, en journée et plutôt le matin, donc à l'aube ou le soir. Alors les moustiques, ils ont des antennes et des yeux et c'est grâce à ces antennes qu'ils vont détecter en fait les humains, donc par la chaleur qu'ils dégagent. Donc c'est plus les personnes vont rejeter du gaz carbonique, plus ils vont être piqués. Les moustiques femelles sont attirées avant tout par le gaz carbonique qu'on rejette dans notre respiration. Ensuite, ce qui les attire aussi, ce sont les odeurs. Et il y a certaines personnes qui émettent des odeurs. Vous savez que chaque personne émet des odeurs différentes. C'est comme ça que les chiens reconnaissent leur maître. Et c'est comme ça que les moustiques préfèrent certaines odeurs à d'autres. Ils vont plus sur ces personnes-là. Quand le moustique femelle va nous piquer, elle va nous injecter en fait un anesthésiant, ce qui fait qu'on ne va pas sentir la piqûre. Et souvent, c'est quand on va bouger qu'on va voir le moustique qui nous a déjà piqué, donc on a potentiellement déjà de la salive infectante, et qu'on va le faire partir.
C'est pour ça qu'elle peut faire plusieurs repas sanguins, c'est parce que souvent on bouge, donc elle est interrompue dans son repas sanguin et qu'elle va aller piquer d'autres personnes et donc potentiellement transmettre du virus pour avoir le quantité de sang adéquate pour pouvoir maturer ses œufs. Le moustique Aedes aegypti, femelle bien entendu, va piquer une personne qui est malade, c'est-à-dire qui a du virus de dengue dans le sang. Dès ce moment-là, la femelle est contaminée puisqu'elle a du virus dans le sang qu'elle vient d'avaler, donc dans son estomac. Alors le virus de dengue est lui seul, au contraire de la plupart des autres virus humains, est capable d'infecter la paroi de l'estomac du moustique et de se multiplier jusqu'à passer dans la cavité intérieure de la femelle moustique et de coloniser l'ensemble, d'infecter l'ensemble de l'organisme du moustique, les pattes, les ailes, les antennes, etc. Le problème va commencer quand le virus atteint les glandes salivaires, puisque dès que la femelle moustique va piquer une personne, elle va injecter un peu de salive. S'il y a du virus dans cette salive, le moustique va se comporter comme une petite seringue volante qui va injecter un peu de virus et la personne va être infectée et va tomber malade si elle n'a pas déjà eu cette maladie-là, donc si elle n'est pas immunisée. Alors, il y a 4 types de dengue différents. On a découvert tout récemment peut-être une dengue de type 5, mais c'est encore à confirmer. Cela veut dire que l'on peut faire dans sa vie 4 fois la dengue. On peut attraper la 1, la 2, la 3, la 4. Ça veut donc dire que quand on attrape la dengue 1 de type 1, on n'est pas protégé contre la 2, la 3 et la 4. Toutes les dengues sont dangereuses, donc on peut faire des formes classiques, c'est-à-dire on va avoir de la fièvre, des douleurs rétro-arbitraires, on va avoir un rash, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de se gratter, des douleurs articulaires. Et il y a des gens qui peuvent faire des formes graves, et parmi les formes graves, il y a ce qu'on appelle les formes hémorragiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits saignements au niveau des yeux, au niveau de la bouche, et des saignements plus importants au niveau interne, par exemple, ou ce qu'on appelle les syndromes de choc, c'est-à-dire qu'on va une réaction inflammatoire très importante, et qui peuvent donc potentiellement entraîner la mort. Il faut savoir que, quel que soit le sérotype, 1, 2, 3, 4, ces 4 dengues peuvent être mortelles. La durée de vie des moustiques est quelque chose de très important, puisque c'est en fonction de cette durée de vie qu'ils vont pouvoir transmettre des maladies ou non. Et c'est quelque chose de très difficile à évaluer, puisque en général, les moustiques ont une durée de vie très très courte. La grande majorité des moustiques qui sortent d'un gîte va être détruite très rapidement par les conditions adverses, par les prédateurs, les araignées, les marouillas, les chauves-souris, etc. Mais certains arrivent à survivre plus longtemps et peuvent vivre dans la nature jusqu'à 1 mois à peu près. Et c'est ceux-là qui transmettent les maladies. Les mâles sont a priori sexuellement actifs pendant leur durée de vie, qui est plus courte que celle des femelles en général. Au bout de 3 semaines, un mâle est vraiment un très vieux mâle. Et par contre, les femelles, elles, ont été fécondées donc une fois pour toutes dans leur vie, comme les reines des fourmis, comme les reines des abeilles, et ensuite elles vont pondre des œufs en utilisant les spermatozoïdes qu'elles ont stockés au début, et ça va leur permettre de pondre des œufs effectivement pendant toute leur vie. Les connaissances actuelles sur le comportement des mâles et des femelles sont que, en principe, un moustique femelle est inséminé et fécondé une seule fois dans sa vie par un mâle. C'est quelque chose qu'on croyait être sûr. On s'aperçoit qu'il existe des exceptions. Que parfois, il peut y avoir, on a trouvé dans une portée d'œufs pondus par une femelle, des œufs qui ont été générés par des mâles différents. En règle générale, un moustique femelle qui émerge de son gîte, donc il commence sa vie aérienne au bout d'un jour ou deux, est fécondé par un mâle. Simplement, les mâles les attendent soit autour des gîtes, d'où elles vont sortir, soit aux alentours des hôtes, c'est-à-dire par exemple les humains pour les Aedes aegypti, où ils savent que les femelles vont venir pour prendre un repas de sang, ils les attendent là. L'accouplement commence à avoir lieu en l'air, et ensuite très rapidement les moustiques tombent au sol où ils terminent l'accouplement et avant de reprendre chacun leur chemin. Normalement, une femelle moustique va être fécondée par un seul mâle, mais il pourrait y avoir d'autres accouplements, simplement la femelle ne va pas garder les spermatozoïdes de ces nouveaux mâles qui vont tenter de la féconder par la suite. Elle a des genres de réservoirs qui lui permettent de garder la semence pendant toute sa vie, et normalement elle ne garde que la semence du premier mâle qu'il aura fécondé. Par contre, les mâles, eux, vont essayer de féconder autant de femelles qu'ils le peuvent. Donc comment ça se passe pour qu'une épidémie naisse? C'est tout simplement le moustique infecté
Donc il y a du virus qui va aller piquer différentes personnes, qui vont être malades, qui vont à nouveau se faire piquer par des moustiques, qui vont à nouveau transmettre, etc. Et c'est comme ça que les épidémies naissent. En général, ce sont les êtres humains involontairement qui transmettent les maladies d'un pays à l'autre en voyageant alors qu'ils sont en période d'incubation. Mais il peut arriver aussi que certains moustiques voyagent dans les avions. Normalement, ça ne devrait pas arriver puisque les avions sont désinsectisés de façon permanente ou avec des bombes que les hôtesses de l'air pulvérisent avant l'atterrissage. Mais il est arrivé, par exemple, que des gens attrapent le paludisme en Europe ou en Amérique du Nord simplement parce qu'ils habitent à côté d'un aéroport et que des moustiques, des anophèles, pas des Aedes aegypti bien sûr, mais des moustiques vecteurs du paludisme s'échappent d'un avion et aillent piquer des riverains qui habitent à côté, qui ne sont jamais allés dans des pays infectés et qui attrapent la maladie quand même chez eux. On pense que les premières épidémies ont eu lieu dans les années 1880 avec l'arrivée des gros bateaux européens qui sont passés par l'Asie et c'est là qu'ils ont mis avec eux des moustiques dans leur bateau. Ils avaient de l'eau en fait pour survivre, donc les moustiques ils vivaient dans le bateau. C'est comme ça qu'il est arrivé avec potentiellement le virus et que les épidémies ont commencé à avoir lieu sur le territoire. Une connaissance essentielle, c'est de savoir quel est le type de gîte que le moustique en question va coloniser. Ensuite, il faut savoir quelle est l'espèce qui provoque l'épidémie. Ici, en Nouvelle-Calédonie, nous savons que c'est Aedes aegypti, mais il faut en permanence vérifier qu'il n'y a pas d'autres espèces en train de s'établir sur le territoire. C'est ce que nous faisons grâce aux pièges dans les zones internationales, aéroports et ports maritimes. Sinon, c'est important de savoir si les moustiques sont sensibles aux insecticides qu'on est supposé utiliser contre eux. Et pour ça, nous faisons des tests de sensibilité aux insecticides qui nous permettent de savoir si oui ou non on peut continuer à utiliser tel ou tel produit ou s'il vaut mieux en changer et à ce moment-là, pour quel autre qui sera plus efficace. Tous ces nymphes, ils ont tous émergé pour faire des tests d'insecticides. On travaille avec le Grand Nouméa. Et c'est là après qu'on regarde avec les tests d'insecticides pour voir si du côté du Mont d'Or ou du côté de Koutio ou Nouméa, avec tous les différents quartiers, s'il y a des endroits qui ont de la résistance. Depuis les années 2000, 5 secteurs situés dans la zone Nouméa, Mont d'Or, Dembéa font l'objet d'une surveillance continue de la part du service d'entomologie en charge de la dengue et du chikungunya. Chaque mois, une centaine de maisons individuelles sont inspectées par les enquêteurs du RSE. Leur travail, rechercher les gîtes larvaires, recenser les larves et les nymphes d'Aedes aegypti, récolter des échantillons pour le laboratoire et mettre en place des pièges. Donc en fait, les larves de moustiques dont on a besoin, on les récupère dans le cadre du réseau de surveillance on va en fait dans les habitations, chez les gens pour voir s'ils ont des gîtes larvaires. C'est ces gîtes larvaires-là qui vont nous servir à la suite, qu'on ramène au laboratoire et qui vont nous servir pour la suite. Nous allons en ce moment à la vallée des Colons pour poser des pièges de type BG Sentinelle dans un quartier où doit avoir lieu une expérimentation de stratégie de lutte antivectorielle. Et ce sont des pièges donc, qui servent à mesurer la densité d'Aedes aegypti, c'est-à-dire le nombre d'Aedes aegypti par unité de maison ou d'habitants. Et on espère que les stratégies de lutte antivectorielle, donc les pièges pour diminuer la densité d'Aedes aegypti vont fonctionner et on va pouvoir le mesurer grâce aux pièges qu'on va poser maintenant. Alors, ceci est un piège de type BG Sentinelle. Il est constitué d'un cylindre blanc qu'on peut replier. D'une part, il y a des piquets qui permettent de le maintenir bien en extension. Il y en a 3 qu'on met à la base de chacune des pièces en métal et qui permettent de bien tendre la toile sur le côté du piège. Il y a un ventilateur que je vais mettre en route. Voilà, ce ventilateur aspire les moustiques au travers du petit sac qu'on voit ici. Et donc les moustiques vont rester coincés dans le sac et on viendra les récupérer par la suite. Alors on met dans le sac un papier avec l'adresse et la date pour savoir exactement où et quand on a attrapé les moustiques qui sont dans ce sac. Et à l'intérieur, qui est dans le courant d'air, on a une pochette dans laquelle se trouvent des
un concentré d'odeurs qui imite les odeurs du corps humain et qui attire donc particulièrement les Aedes en général et les Aedes aegypti en particulier, ce qui nous permet de les capturer. Il faut être conscient que le seul moyen actuel que l'on a pour lutter contre les épidémies, c'est de lutter contre le vecteur, donc contre le moustique. Il n'y a pas de médicaments quand on est malade de la dengue ou du chikungunya, on n'a pas de médicaments et il n'y a pas de vaccin non plus, même s'il y en a un qui est en cours de test pour la dengue. Pour le moment, c'est pas ça. Donc le seul moyen qu'on a de lutter contre les épidémies, c'est de lutter contre le moustique. Et donc c'est faire la lutte antivectorielle. Et donc la lutte, elle commence par chez les particuliers, chez tout le monde, de faire attention à ces sous-pots, à ces contenants d'eau pour limiter les gîtes larvaires et donc limiter ainsi la propagation des épidémies. Les Aedes aegypti sont des moustiques qui aiment pour pondre des endroits où ils se sentent abrités. Or, imaginez l'intérieur d'un pneu. Ça crée un espace qui est sombre, qui est noir. Même les Aedes aegypti aiment bien la couleur noire. Et c'est un endroit qui est refermé et où il y a toujours de l'eau, puisque, au contraire d'un seau qu'il suffit de retourner, on ne peut pas retourner un pneu. Pour vider un pneu, si vous avez déjà essayé, c'est très très difficile, il faut le secouer dans tous les sens. Très souvent, les gens ne le font pas, donc il y a souvent de l'eau à l'intérieur, et c'est pour ça que ça devient des gîtes de préférence pour l'Aedes aegypti. Il faut se souvenir que les Aedes aegypti, comme d'autres moustiques du genre Aedes également, pondent des œufs non pas dans l'eau ou sur l'eau, mais ils les collent sur la paroi des récipients. Et à partir de ce moment-là, les œufs peuvent sécher, mais ils restent vivants, et simplement ils sont en dormance. Et ils redeviendront actifs seulement à l'occasion d'une nouvelle pluie, quand le niveau de l'eau va monter, que l'œuf sera submergé, il va regonfler de nouveau, et la larve va pouvoir sortir et se développer dans l'eau. Alors la larve se développe dans l'eau qui est dans les pneus simplement parce que, sauf si le pneu est absolument neuf et qu'il n'y a aucun arbre à proximité, et même dans ce cas-là c'est difficile, mais si le pneu est sous un arbre, il va y avoir des feuilles qui vont tomber, qui vont moisir, donc il va y avoir des petits micro-champignons qui vont pousser, c'est de cela que les larves se nourrissent, et en fait elles trouvent toujours leur nourriture dans l'eau. Il y a aussi des poussières qui se déposent, des pollens de fleurs par exemple, il y a des insectes qui viennent mourir là, et donc il y a toute une vie microbienne qui va se développer dans l'eau, même si elle est invisible, et les larves se nourrissent de ces microbes et peuvent prospérer, donc elles ont de la nourriture de toute façon. Je pourrais ajouter que les larves vivent très bien, même dans une eau où il n'y a aucune nourriture. Simplement, elles ne se développent pas, mais elles peuvent survivre pendant très longtemps, plus d'un mois, même dans une eau distillée qu'on sort du distillateur, et elles peuvent très bien survivre pendant des périodes longues sans aucune nourriture. Les œufs, ils peuvent survivre dans l'environnement plus d'1 an. Donc la prochaine fois que le pneu va se remplir d'eau, au cours d'une pluie ou peu importe, les œufs qui vont être en contact avec l'eau vont cette fois-ci éclore. Donc ce qui fait que la survie de l'espèce est assez longue dans l'environnement, parce que les œufs peuvent survivre au dessèchement, au fait qu'ils n'aient pas de contact avec l'eau pendant longtemps, et du coup ils survivent pendant plus facilement 1 an et demi. Alors, il faut éliminer tous les gîtes larvaires qui peuvent leur permettre de se reproduire. Alors, ce sont essentiellement ceux qu'on trouve le plus facilement en Nouvelle-Calédonie, le plus souvent. Ce sont d'abord les soucoupes sous les pots de fleurs, les seaux à bouture, où les gens mettent des seaux dans lesquels on met de l'eau et où on met des plantes pour qu'elles fassent des racines. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter en période d'épidémie. Il vaut bien mieux planter directement les végétaux ou alors les mettre dans la terre, dans un sac en plastique avec beaucoup d'eau, mais éviter le seau où les moustiques vont venir pondre. Il y a les pneus, bien évidemment, aussi la vaisselle qu'on a laissée à l'extérieur avec de l'eau pour détacher quelque chose, les fûts, les seaux, les réservoirs, les touques où on met de l'eau, où on garde de l'eau de pluie pour arroser les jardins, c'est catastrophique. Et puis bien sûr tout un assortiment de récipients comme les carcasses de voitures, les gouttières, il faut faire très attention aux gouttières qui peuvent être des gîtes extrêmement productifs. On trouve des fois des centaines de larves sur simplement 1 mètre linéaire de gouttières, c'est énorme, il faut absolument surveiller tout ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de ce numéro spécial des coulisses de la science consacré à la dengue, avec au programme notamment les derniers travaux scientifiques pour stériliser les moustiques. En attendant, n'oubliez pas, jetez les déchets encombrants comme les pneus,
Videz et nettoyez tout ce qui peut recueillir de l'eau de pluie, récipients, pots, gouttières, sous-pots. Protégez-vous des piqûres ou répulsifs, sprays, moustiquaires et insecticides. Enfin, n'hésitez pas, consultez votre médecin en cas de fièvre ou de douleur articulaire. Allez, salut à tous!